Donc j'ai des poteaux qui sont circulaires, donc automatiquement, l'essai que je vais faire, c'est des essais cylindriques. Si j'ai des poteaux, par exemple, qui sont de forme rectangulaire ou carrée, donc les essais que je vais faire pour les échantillons que je vais prendre, c'est des essais sur les cubes. Et on note les résultats, par la suite, des essais après 28 jours. On les note d'abord par une lettre C, qui montre que c'est du concret. C'est un résultat qui est concret. Donc C, c'est pour dire que c'est un résultat qui est concret. Et on donne le résultat en général de tout ce qui est cylindre d'abord, et puis tout ce qui est cube après. Comme par exemple si je note, comme vous voyez ici sur le tableau, C20-25, ça montre que c'est une résistance minimale concrète à 28 jours, pardon, de 20 mégapascales pour tout ce qui est cylindrique, d'accord? Et pour tout ce qui est cubique, c'est à 25 mégapascales comme résultat minimal, d'accord? Exigé par la norme. Mais le résultat concret, c'est 20-25. Alors, ce résultat, il doit, enfin ce n'est pas général, il peut connaître des tolérances. La loi, ou par exemple, je m'excuse, la norme peut tolérer jusqu'à 5% de différence, que ce soit en plus ou en moins. Elle peut, si on parle de la norme XPP 18-305, elle peut admettre jusqu'à 10% de résultats, mais quand il s'agit de béton qui exige une résistance au-delà de 30 mégapascales. Mais moins de ça, c'est uniquement 5%. Pour la norme XP, je m'excuse, pour la norme XP P18-305, elle admet 10% de résultats quand il s'agit d'une résistance minimale inférieure à 30 mégapascales. Mais au-delà de 30 mégapascales, c'est uniquement 5% qu'elle peut admettre, pas plus. Alors, tandis que la norme NFEN 206-1 impose donc des spécifications plus sévères, donc elle n'admet que 5% pour le reste. Alors, les tests, ils sont comme suit, comme vous voyez ici sur le tableau. Il y a les cylindres qui sont normalisés de 160 mm de diamètre et 320 mm de hauteur. Donc, on remplit notre tube à essai, notre cylindre, on le remplit et on doit impérativement lui donner la manière dans laquelle nous allons le mettre en place. La même chose, si nous allons compacter par la suite notre béton, nous devons impérativement compacter l'essai, enfin l'échantillon. Si nous allons le vibrer, nous devons impérativement vibrer notre échantillon. Et si nous allons le mettre en place, quand il s'agit par exemple de béton autoplaçant, il va se mettre en place tout seul, donc on va le mettre et on va le laisser tout seul se placer. Après 28 jours, il va sûrement présenter un résultat de résistance à la compression. C'est ce résultat que nous cherchons et c'est ce résultat que nous allons afficher. Alors, ici sur la photo, comme vous voyez, nous avons un échantillon sous forme d'un cylindre, d'accord, et nous avons une presse, d'accord, qui va le presser jusqu'à ce qu'il arrive à l'écraser. Et une fois elle va arriver à l'écraser, c'est là où on va dire que c'est le maximum de sa résistance, et on va dire que la résistance concrète de ce cylindre, il est de C20 par exemple, ou C30 ou C40, et là on parle de mégapascal. Alors, et comme vous voyez ici sur le tableau, quand on parle de C8-10, donc ça veut dire pour les cylindres, d'abord on classe d'abord les cylindres, donc les cylindres 8 et les cubes 10. Quand on parle de C12, 15, donc 12 pour les cylindres et 15 pour les cubes, et ainsi de suite. Et comme vous voyez ici, on peut avoir des bétons qui dépassent 100 mégapascales de résistance. Parce que généralement, dans les calculs, la majeure partie des bureaux d'études, ils prennent, entre parenthèses, des valeurs de résistance à la compression à 28 jours, ce qu'on appelle vulgairement le FC28. Ils prennent entre 25 et 35 mégapascales, ça dépend des ouvrages. Mais
juste ici, on peut voir que nous, on peut dépasser les 115 degrés Celsius, 115 mégapascales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des bétons qui peuvent avoir des résistances beaucoup plus grandes, et là on parle essentiellement des bétons autoplaçants et auto-nivelant. Ces bétons-là, ils peuvent avoir des résistances à la compression qui peuvent dépasser de loin les 230 mégapascales. À la compression, je parle. Je précise, à la compression, je ne parle pas de la flexion, je ne parle pas d'autre chose. Je parle de la résistance à la compression. Alors là, nous avons vu la résistance, la classe de résistance à la compression, et là, tout de suite, on va voir les classes de consistance. Quand on parle déjà de classe de consistance, on parle de la consistance du béton. Parce que le béton, on peut remarquer très facilement qu'il y a des bétons qui sont beaucoup plus consistants que d'autres bétons. Des bétons beaucoup plus fluides, ça dépend de l'utilisation. Ça dépend pas de l'ouvrage où il va vivre, mais ça dépend de la manière dans laquelle on va le mettre en place. Et si par exemple, je veux commander par exemple un béton, mais avec une consistance qui va me permettre de le compacter, comment je vais le nommer? Est-ce que je vais dire je veux un béton très consistant? Ce très consistant, il peut être différent d'un très consistant d'une autre personne. Ça dépend de la manière dans laquelle je vois les choses. Si par exemple quelqu'un qui ne travaille que sur le béton très consistant, pour lui le très consistant c'est une chose, mais pour quelqu'un qui travaille sur des bétons qui sont très fluides, les très consistants pour lui c'est autre chose. Alors tout ça, ça a permis à des savants de normaliser ce qu'on va dire très consistant, moins consistant que l'autre, plus consistant, moins fluide, plus fluide, etc. Ils vont le normaliser. Et pour ça, il y a plusieurs tests, à savoir le cône d'Abraham. C'est des tests qui peuvent déterminer facilement là où je vais dans le monde, que ce soit au Maroc, en France, en Allemagne, en Amérique, la même valeur de consistance, même degré de consistance d'un béton. Si je le veux consistant vraiment ou fluide. Donc les mêmes valeurs, plus ou moins. Donc la cône d'Abraham, il s'agit d'une cône que nous devons la remplir avec un échantillon d'un béton que nous allons commander. Quand il arrive ce béton, quand on va le prendre, que ce soit du camion ou de la bétonnière, nous allons remplir notre cône, mais en 3 niveaux. Le premier niveau, on va utiliser une tige pour pouvoir le piquer. On va piquer 25 coups, et ça c'est la norme, donc on pique 25 coups, que ce soit au Maroc, en Égypte ou en Djibouti, c'est la même chose, donc 25 coups, sans pour autant toucher ni le sol ni les parois de la cône. Et puis deuxième couche, la deuxième couche la même manière, donc on va piquer 25 coups sans pour autant toucher, enfin on va essayer de ne pas toucher les parois, encore moins la couche qui se trouve en dessous, et la troisième couche, que nous allons piquer aussi 25 coups. Après ça, on va raser, mais sans compacter à la main. Donc on va raser sans compacter ce que nous allons avoir au-dessus. Donc nous avons dit qu'il faut raser, donc on rase pour ne pas avoir plus de béton qu'il en faut. Et avant de manipuler le béton, donc nous devons laver la cône et éventuellement le sol sur lequel il va se poser. On préconise généralement une plaque en métal qu'on va laver, mais on va essayer de la dégoûter. Donc on va essayer d'enlever toutes les gouttelettes d'eau. Pour ne pas entrer dans la formulation de béton et changer un tout petit peu la consistance. Donc on rase et puis on verse, soit on renverse on va enlever d'abord la cône sans la secouer, on va enlever doucement la cône, d'accord? Et c'est sûr que ce béton il va commencer à s'effondrer. S'il est très consistant, il va se maintenir un tout petit peu, mais s'il est très fluide, c'est tout à fait normal que son effondrement va être d'un seul coup. Et voilà, donc une fois on prend notre cône, on la renverse pour pouvoir calculer la distance de l'effondrement, de l'affaissement du béton. Et ces distances, ils sont
normalisés, ils sont calculés. Donc ici sur les photos, comme vous voyez, nous avons un béton qui se maintient, d'accord? Il est plus consistant que l'autre béton qui est très fluide. On a l'impression que nous n'avons pas du béton, nous avons de l'eau, d'accord? Une eau qui n'est pas limpide. Alors, celui-là, rien que voir dans la goulotte, il est pratiquement vide parce qu'il est très fluide, donc il descend. Et la goulotte ici, elle est quasiment pleine, donc moitié pleine, donc ça veut dire qu'il se maintient beaucoup. Alors, et là, ça montre qu'il y a deux consistances qui sont différentes. Dans la norme, qu'est-ce qu'ils disent? Après avoir fait le test avec la cône d'Abraham, alors, quand on parle de S1, donc une consistance de classe S1, c'est différent d'une consistance de classe S2, S3 et récemment il y a le S5. Alors, l'affaissement, quand on parle de S1, l'affaissement, il sera entre 10 et 40 mm, donc entre 1 cm et 4 cm d'affaissement. Ça veut dire qu'il est très consistant. Il se maintient, il a pu résister à l'effondrement. D'accord? S2 est un peu moins, donc entre 50 et 90 mm, S3 entre 100 et 150 mm, S4 entre 160 et 210 mm, et on sait au préalable que la cône n'est pas vraiment grande, donc c'est une petite cône. Et S5 c'est au-delà de 220 mm. Les cônes en général c'est du 250-300 mm. Alors, si l'affaissement est supérieur à 220 mm, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très fluide. C'est comme si nous avons renversé de l'eau. Hein. Il est très très fluide. Donc, et les utilisations, ils sont différentes. C'est tout à fait normal que, impossible que je vais compacter le S5 ou le S4. Je ne peux pas. Personne ne peut réussir à compacter un tel béton. Mais on ne peut pas pomper ou projeter un béton de glace de consistance S1 parce qu'il est très consistant, il se maintient. Alors chaque classe d'exposition exige une méthode de mise en place. Donc par exemple le S1 c'est des bétons extrudés, le S2 c'est des bétons plastiques, S3 c'est des bétons très plastiques, donc on peut les étaler, on peut les mettre en place comme on veut, on peut même les vibrer. Et les S4, c'est des bétons fluides, et bien sûr, les S5, c'est des bétons très fluides. Ce sont des bétons autoplaçants et auto-nivelants. Donc, ils ne nécessitent ni la vibration, encore moins le compactage. Alors, c'était la classe de consistance, et là, nous allons voir les classes de teneur en chlorure. Quand on parle de classe de teneur en chlorure, généralement, la crainte de l'existence de chlorure a une implication très étroite avec l'armature, avec le ferraillage qui se trouve. Donc ça veut dire avec l'acier qu'on utilise. Ça veut dire si nous n'avons pas d'acier, si nous avons un béton qui n'est ni précontraint ni armé, nous n'avons pas cette crainte. Même s'il y a l'existence du chlore, on n'a pas cette crainte. Alors, nous allons noter CL020 quand on parle d'un béton précontraint, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir une teneur en chlorure supérieure à 0,20%. On parle de CL040 pour les bétons armés, donc vous voyez ici l'armature, d'accord? Donc on peut tolérer une teneur en chlorure jusqu'à 0,40%. On parle de CL065 qui peut tolérer jusqu'à 0,65% avec un béton armé, bien sûr 0,65% de chlorure, mais avec un ciment CM3, parce que le ciment, comme nous avons vu la dernière fois, les ciments CM3, ce sont des ciments de hauts fourneaux, donc ils sont alimentés par des laitiers des hauts fourneaux. Alors, les ciments CM3, elles amènent avec eux des chlorures non nocifs consommés par exemple consommés par le laitier des hauts fourneaux. Et on peut tolérer une teneur en chlorure qui peut atteindre jusqu'à 1% quand il s'agit d'un